Aujourd'hui, vous allez savoir si je fais partie des richissimes designers du monde du tricot. Vous m'avez posé des questions et j'y réponds. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas un podcast. Aujourd'hui, c'est une FAQ. Alors, c'est quoi une FAQ? C'est une séance de questions-réponses. Il y a environ un mois, je vous en ai parlé dans un podcast. Je vous avais dit que je vous donnerais l'opportunité de me poser des questions. Ben voilà, c'est fait. Alors, on va répondre d'abord à la question qui a suscité le plus d'intérêt. Quelle est la couleur de mes sous-vêtements? Eh bien, je ne vous répondrai pas. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, j'ai sorti mes diamants parce que vous voyez, je suis une richissime designer et donc je suis désolée de ne pas avoir mon collier parce que je l'ai prêté au comte de Nothomb, dans le village d'à côté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bling bling. Passons aux choses sérieuses. Alors, dans les questions qu'on m'a posées, on m'a posé quand même beaucoup de questions, pas mal de questions personnelles, enfin personnelles entre guillemets, pas mal de questions sur le métier de designer du tricot et quelques questions techniques. Alors, ces questions techniques, je n'y répondrai pas parce que je pense qu'elles nécessitent une vidéo en tant que telle pour pouvoir bien expliquer les choses, pour vous apporter le nécessaire et puis pour simplement retrouver les informations que vous en aurez besoin un jour. Alors là, les questions qui ont été, ça a été par exemple comment renforcer encore plus le talon de chaussette, comment avoir une petite recette pour ajouter des rangs raccourcis à une encolure si elle n'est pas présente dans le patron, comment est-ce qu'on reconnaît un patron mal taillé. Alors ça, ce sont le genre de questions que moi, je peux exploiter dans une vidéo et qui nécessitent un certain temps de discussion, de vous donner des produits de base, enfin des ressources de base pour pouvoir exploiter ce patron ou pour pouvoir ajouter des petites techniques. Donc ça, je ne peux pas vous dire ça dans une fac, c'est juste pas possible. Donc, je ferai des vidéos sur le sujet. N'hésitez pas, c'est le genre de choses que si vous mettez ça en commentaire, moi je note et je pense à les retransmettre et à travailler sur le sujet. Alors, j'ai plein de choses à travailler sur le sujet, donc c'est pas parce que vous postez ça cette semaine que forcément ce sera fait la semaine prochaine. Il faut être réaliste. Alors voilà, en venons-en au cœur du sujet, les questions personnelles. Alors, je suis Christelle Nioul, je le dis à chaque entrée, Christelle Nioul, designer tricot, ceci n'est pas un podcast. Alors, j'ai presque 50 ans, je vais avoir 50 ans, on m'a demandé combien d'enfants j'avais, combien d'animaux j'avais. Donc, je vais vous raconter un petit peu ma vie parce que je vais répondre un peu aux questions basiques. Donc, d'abord, combien d'enfants j'ai et combien d'animaux j'ai? J'ai 3 enfants, 3 ados, un de 19, une de 16 et une de 13. Donc voilà, j'ai 2 filles et un garçon. Combien d'animaux j'ai? J'ai un chien, un whippet qui s'appelle Pike. J'ai 3 perroquets, une conure de Jendai ou Jendaya, c'est une, conure très colorée qui ressemble très fort à la conure soleil. Elle s'appelle Rosie. Alors Rosie, pourquoi? Parce que Lord of the Ring, j'y arriverai. Le Seigneur des Anneaux, en français, c'est plus simple. Donc elle, c'est une conure un peu plus grosse que les autres, elle fait 125 grammes et j'ai 2 conures de Molinae. Et pourquoi on l'appelle Rosie? Parce qu'elle est un peu pataude, plus que les 2 autres qui sont des petits, vous l'avez vu, hein, c'est des petites diapes sur pattes et donc j'ai 2 conures de Molinae, j'en ai une qui s'appelle Mary et l'autre Pipin. Donc celui que vous avez vu la semaine dernière, c'est Pipin. Mary ne viendra pas en vidéo parce que c'est un oiseau qu'on a récupéré, qui est un oiseau qui a été probablement maltraité, qui a très peur de la main de l'homme, donc de l'homme, homme pas humain. J'ai travaillé énormément pour qu'elle soit ça fait déjà 2 ans qu'elle est à la maison et la confiance, c'est quelque chose qui se rétablit difficilement chez les animaux proies et donc elle me fait confiance, mais pas au point de venir, sur mon épaule pour une vidéo. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire avec elle pour qu'elle soit complètement à l'aise. Elle en panique encore beaucoup pour des bêtises, voilà, c'est un animal proie, il y a rien à faire. Les perroquets, ce sont pas des chasseurs, c'est pas un chien, donc il y a du travail à faire pour qu'elle puisse être vraiment à l'aise, même s'il y a énormément d'améliorations. Ça n'empêche qu'elle n'aime toujours pas mon mari, qu'elle n'aime pas mon fils, elle déteste, elle l'est mort, mais à 100. Donc voilà, c'est pas toujours facile avec elle. Avec moi, elle est sympa, mais ça reste là. Donc le plus sympa de tous, c'est celui que vous avez vu la semaine dernière parce que c'est celui qui est le moins, qui est le plus âgé, en fait, il a 4 ans et les 2 autres, eh bien, elles ont 3 ans et chez les perroquets, comme ce sont des animaux qui vivent entre 20 et 30 ans, ces petits perroquets-là, en tout cas, eh bien, l'âge de 3 ans, c'est l'âge de l'adolescence et tout le monde sait que les adolescents, humains ou pas, c'est très difficile à gérer. Voilà. Donc j'ai un chien, Pike, qui a 6 ans, qui est un whippet, qui fait de la course,
du leurre coursing, donc de la poursuite à vue sur leurre en France, donc pas loin, parce que j'habite pas très loin de la France. Et à côté de ça, bah, c'est une patate de canapé. Donc voilà, ça vous le voyez régulièrement et de temps en temps, il est sur les salons avec moi, pas toujours, mais parfois il est avec moi sur les salons. Et à côté du Whippet, qui est en train de dormir là, parce que je suis en train de filmer, il n'est pas encore tout à fait midi, donc il est dans son lit. À côté de ça, j'ai 3 poules, j'ai Sabrina, Pénélope et Edna. Alors c'est 3 poules australorpes, c'est des poules noires avec un reflet vert, 2 naines et une grande. Alors c'est pas les premières, je pense qu'on a déjà eu 5 ou 6 poules. Alors on les tue pas nous les poules, on les garde longtemps et elles meurent de maladie ou de vieillesse. Donc voilà, j'ai 3 poules actuellement, dont une qui est la plus vieille qui probablement a de plus en plus de mal de se déplacer, donc ben, elle a de l'arthrose et on la prend, on la sort du poulailler, on la rentre dans le poulailler, elle mange, elle vit sa vie et on verra jusqu'à quand ça va durer. Elle a 5 ans, presque 6 d'ailleurs et donc voilà. Et pour le moment, elles pondent pas, si vous voulez tout savoir, parce qu'elles muent toutes les 3, donc ben, alors qu'il commence à faire froid, ben voilà, donc elles pondent pas les poules quand il fait froid. Donc voilà pour mes animaux. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Donc, mes animaux, ma famille. Alors, quelle est ma couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le lilas. C'est vraiment une couleur que j'adore et je pense que j'adore cette couleur-là parce que nous avions un lilas dans le jardin quand j'étais petite et non seulement c'est une plante que j'adore, le lilas, mais en plus la couleur me plaît énormément. Alors, ça peut faire vieille, Miss Marple ou vieille comment est-ce qu'elle s'appelait encore? Cette autre, Judy non pas Judy Garland, je ne sais plus comment elle s'appelait. Bref, il y a eu une auteure de films de livres, qui écrivait des livres romantiques, qui était habillée très en tout pendant très longtemps en rose pétant et puis en lilas, je ne sais plus son nom, je sais pas me revenir. Mais non, mais je suis pas encore à ce stade-là. Le lilas, je l'aime depuis toujours, mais je suis pas, complètement, enfin, je suis pas ouverte aux autres couleurs. Alors la seule couleur que je n'aime pas vraiment, c'est le vert et pourtant regardez, j'ai mis du vert sur mes doigts. Donc c'est pas une couleur que je raffole énormément, le jaune non plus, mais ça n'empêche que je mets quand même de l'ocre, je mets de moutarde, voilà. Donc comme j'ai les cheveux blancs, je peux me permettre un peu tout comme couleur, mais vraiment ma couleur préférée, c'est le lilas. Ça n'empêche que je ne vais pas me contenter de ne m'habiller qu'en lilas, la preuve, je suis en noir. Je ne vais pas avoir que des chaussures en lilas, j'ai du rouge, j'ai de tout, voilà. Je suis pas, fermée aux autres couleurs. Alors, ensuite, quel est mon plat préféré? C'est très compliqué de vous répondre parce que je suis une gourmande, je suis un gourmet, donc je suis quelqu'un qui a un sens du goût qui est assez développé. J'ai toujours été éduquée par ma grand-mère qui était très fine cuisinière, donc j'ai développé ce goût-là et moi, une de mes grandes passions, c'est la cuisine. Je réponds par la même occasion à une autre question. Une de mes grandes passions, c'est la cuisine et d'ailleurs, quand j'ai fini mes études de secondaire, donc le lycée et le bac, en fait, pour vous, français, eh bien moi, un de mes rêves, c'était d'entrer dans l'hôtellerie, en fait. J'aurais bien voulu rentrer dans l'hôtellerie parce que j'ai toujours aimé cuisiner. J'étais toute petite, j'atteignais pas le, mmh, j'atteignais pas la hauteur de la cuisinière que je regardais déjà ce que faisait ma grand-mère et pendant très vite, j'ai pris le relais et j'ai commencé à cuisiner très tôt, à explorer le monde des saveurs, du sens parce que le la cuisine, ça fait appel au sens et voilà. Donc c'est compliqué de vous répondre, mais si je dois répondre, un de plats qui me fait vraiment kiffer, ce sont les sushis. C'est drôle, hein, mais ce sont les sushis et la cuisine coréenne. La cuisine coréenne qui est très, très, très piquante, mais la street food coréenne est vraiment une cuisine que j'aime beaucoup, notamment les tteokbokki. Donc ce sont des gâteaux de riz épais, des tubes, que vous faites revenir dans une sauce très piquante avec du gochujang. Le gochujang, c'est une sorte de pâte de piment très épicé et du gochujang, c'est de la poudre de piment et vous y ajoutez, bah, des galettes de poisson, des gâteaux de poisson ou alors moi je mets du cervelas parfois parce que alors c'est très européen, mais bon comme mon mari étant allergique aux poissons, ben non pas allergique aux crustacés, mais il est assez difficile à ce niveau-là, je remplace parfois par du cervelas, je mets des œufs durs, je mets de la ciboule ou des oignons nouveaux, voilà. Ça c'est un plat que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais voilà, moi je suis ouverte, j'adore toutes les cuisines et je suis prête à découvrir plein de choses. Quand on a été en Islande, eh beh, on a découvert le hakarl. Alors le hakarl, c'est quoi? C'est du requin,
séché, mariné, c'est un des plats que quand vous regardiez je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission d'il y a quelques années qui s'appelait Lonely Planet et en fait l'animateur, il voyageait quelquefois, il tombait, il partageait la nourriture des gens locaux et un des plats qui l'avait le plus choqué, c'était le hackarl et en fait, le hackarl, c'est quoi? C'est du requin arctique. En fait, il surine à l'intérieur de lui-même, en fait, le requin arctique pour pouvoir garder sa température. Donc sa chair n'est pas consommable. Mais comme l'Islande ayant eu une période de grande famine, quand ils pêchaient les requins, ils les ont, jetés et ils les enterraient si vous voulez pour ne ils les consommaient pas. Mais avec le fait de les enterrer sous terre, en fait, ça fait changer et ça fait maturer, si vous voulez, la viande et elle est passée d'acide à basique. Et puis ils ont fait sécher et voilà et c'est devenu une gourmandise. Il y a quasiment plus personne qui fait du hackarl en Islande, sauf un vieux monsieur que nous, on a eu l'occasion de rencontrer. Bref, voilà. Donc je suis prête à ouvrir alors, il y a des choses que je ne mangerai pas. Alors, quel est mon plat préféré et qu'est-ce que je ne mangerai pas? Alors un truc que je déteste, ce sont les tripes. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout. Donc l'andouille, l'andouillette, et ce genre de choses, je peux pas. J'ai rien à faire. Ce goût, c'est le truc que je peux pas. Et un truc que j'aime pas du tout, c'est le foie. Quand j'étais petite, j'avais des gros problèmes d'estomac. Je mangeais régulièrement du foie, ma grand-mère m'obligeait à manger régulièrement du foie et beh, je peux vous dire que ça, c'est un truc qui me dégoûte. Je sais pas, les tripes, c'est vraiment pas le truc qui voilà. Alors les gésiers de poulet, ça va aller, le foie de poulet à la limite, mais voilà. Mais le pire, c'est l'andouillette. Ouais, ça, j'aime pas. J'aime pas. Pourtant, je suis très ouverte et j'aime beaucoup de choses, mais ça, non, c'est no way, pas question. Donc voilà pour mon plat préféré. Ensuite, est-ce que la pâtisserie est une passion pour moi? Alors, la pâtisserie, non. Parce que, la pâtisserie, c'est quelque chose qui est très rigide, en enfin, si vous voulez, en confection. Donc il faut vraiment suivre, la recette de A à Z et avec le grammage spécifique et donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Ça me permet pas de libérer ma créativité au niveau de la cuisine, donc c'est pas le truc que j'aime le plus, même si j'adore faire de la tarte au citron. Récemment, j'ai fait un atelier macarons et j'ai adoré parce que les macarons, c'est une de mes gourmandises préférées. Parce que je vous ai parlé de mon plat préféré, mais je pourrais parler de mes desserts préférés, même si je suis pas très sucrée. Donc la pâtisserie, mais par contre la cuisine et surtout la boulange, c'est vraiment, vraiment un des trucs qui est une passion pour moi. J'ai appris et ça c'est ma grand-mère est belge, donc elle était belge et une des traditions, c'était souvent de faire de la tarte le dimanche et notamment à la nouvelle année, elle faisait énormément de tartes parce qu'on avait une grosse famille et donc elle faisait des tartes le samedi et moi j'ai souvenir de manipuler la pâte à tarte. Elle me donnait un petit bout de pâte à tarte et je manipulais ça et j'avais un tout petit moule comme ça et je faisais ma petite tarte et j'y mettais, elle me disait comment faire pour faire de la tarte au sucre, de la tarte aux fruits ou peu importe. Je cuisais ça avec ces tartes et j'avais le loisir et la joie de donner ça à mon grand-père. C'était dur comme un morceau de bois et mon grand-père faisait toujours: «Mmh». Voilà. Où est née ma passion de la boulange? Bah, c'était quand j'étais toute petite, en fait. Tout ce qui est créatif et qui fait partie des mains, de la création à partir des mains vient de ma grand-mère, un peu de ma mère, mais beaucoup de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était quelqu'un d'intellectuel, mais qui aimait beaucoup travailler avec ses mains. Et donc la boulange, c'est quelque chose qui me vient d'elle. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai fait énormément de boulange. Je me suis même dit: «Je vais passer un CAP boulangerie, c'est pas possible autrement» parce que, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà pour le côté personnel de mes passions. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais tricoter prochainement pour moi? Alors, pour moi, j'ai l'intention de me faire un très long gilet. Alors, j'ai oublié les plots à la maison parce que j'ai en rez-de-chaussée. Les plots, ce sera de la drop sky en coloris moutarde. Alors, je ne sais pas quand ça arrivera sur mes aiguilles, j'en sais rien. Si ça tombe, c'est même pas cette année. Mais j'ai envie d'un très très long gilet, vous voyez, jusqu'au mi-mollet. Alors, comme je suis grande, mais vous imaginez le temps que ça va me prendre pour tricoter un gilet en taille 48 pour quelqu'un comme moi. Donc ça, c'est mon prochain, enfin, c'est ce que j'aurais envie de tricoter pour moi. Mon prochain patron, bah, j'en sais rien. Enfin patron, qui n'est pas de moi en fait. Je ne sais pas trop, quelquefois c'est plus à l'impulsion que je tricote que vraiment quelque chose. Je suis pas quelqu'un qui fait des projets sur une année. Le Make Nine par exemple, je suis pas le genre de truc que je fais moi.
J'ai des intentions et elles changent en permanence en cours de route, donc et mes enfants sont pas à l'âge où, il faut absolument que je leur fasse des chaussettes, il faut absolument que je leur fasse des pulls. Ils sont plus grands mes enfants, donc forcément, ils ne portent pas nécessairement des patrons tricotés. Quel est mon plus meilleur souvenir en tricot et le plus gros fail? Alors, mon meilleur souvenir au tricot, c'est la log cabine blanquette. Je vous mets la photo ici. Pourquoi? Alors, c'est que du point mousse, c'est du tricot modulaire, mais cette couverture, elle m'a mis plus d'1 an à tricoter parce que, ben, c'est de la Noro et la Noro, c'est cher. Donc mon mari allait régulièrement à Luxembourg passer me chercher une pelote de temps en temps parce qu'à ce moment-là, on avait un peu difficile de vivre et c'était pas très facile. Enfin, on était à un stade où c'était compliqué au niveau revenu et il allait me chercher une pelote de Noro de temps en temps et j'avais commandé de la cascade. Et pourquoi est-ce que c'est un de mes meilleurs souvenirs? Parce qu'en fait, c'est un souvenir qui m'a accompagnée quasiment pendant, pas la naissance, mais le fait que ma petite ait grandi et puis, j'ai emmené, pas mal de fois des carrés pour aller en Islande et je pense que c'est un des voyages que j'ai le plus aimé, c'est notre voyage en Islande avec nos enfants. On a fait un road trip et j'avais pris parce que, bah, dans l'avion, j'ai pas pris plein de trucs, j'ai pris quelques plots de Noro, quelques plots de cascade pour moi faire ces pièces-là et puis je l'ai montée, ça m'a pris un temps dingue pour grafter. Je pense que c'est une des pièces que j'ai le plus préféré à faire. Alors, mon plus gros fail en tricot, je vous avoue que je ne sais pas si j'ai vraiment fait un fail. En fail, non. En tricot, non. Par contre, ça m'est arrivé de m'énerver très fortement, d'avoir un écheveau de 800 mètres d'un fil alpaga, je ne sais plus quoi, d'avoir un truc qui ne se ressemble plus à une bobine et de rage de l'avoir jeté à la poubelle. Au niveau fail, ça doit être ça. Parce que ça s'était emmêlé, c'était devenu grand n'importe quoi. J'ai vraiment pété un câble. J'ai vraiment pété un câble, ça m'a énervé. Et donc j'ai jeté la plotte à la poubelle. Alors je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je ne sais pas si on a été la rechercher ou si elle est partie avec la poubelle, mais je me suis vraiment énervée parce que ça, c'est le genre de truc. Donc depuis maintenant, je fais très, très, très attention aux, aux écheveaux quand je les bobine, parce que j'ai pas envie de réitérer l'expérience, même si je ne tricote plus vraiment avec de la dentelle. Alors, quel est le patron que j'ai préféré? Le patron que j'ai préféré faire, c'est le Rock Island de Brooklyn Tweed. Pourquoi? Parce que je pense que ça a été un des tout premiers en patron que j'ai fait en dentelle, avec une dentelle assez compliquée et que j'ai porté énormément. C'est là que j'ai découvert comment bloquer au mieux, de la meilleure manière qu'il soit, pour avoir quelque chose qui soit rendu. Et puis j'ai été terriblement fière de moi. Alors en soi, maintenant avec le recul, c'est pas un patron d'une complexité phénoménale, mais je pense que j'ai été vraiment très, très fière de moi d'avoir fait ce patron-là et voilà. C'est vraiment un truc, le Frog Island, c'est vraiment ça a été une étape pour moi ce patron-là, au niveau évolution, tricot. Que d'autre? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un patron qui m'aurait presque dégoûté du tricot et pourquoi? Alors, un patron de Vera Vlahomicki, le Color Affection. Sabord, c'est un patron que j'ai fait, c'était du point mousse avec plusieurs couleurs, avec des rangs raccourcis et en fait, je l'ai trouvé interminable et en plus, il n'est pas bien taillé. Donc ce patron-là, j'y ai pris énormément d'énergie, j'avais choisi des laines de qualité, j'avais fait en gris foncé et rouge et en fait, j'ai été très déçue du résultat parce que je le trouve pas génialement bien taillé et très long. Trop de point mousse, tue le point mousse, voilà. Donc ça, c'est un des patrons que j'ai le moins aimé faire. Alors, je suis pas non plus à détester des patrons, mais celui-là, je le referai jamais, par exemple, vous voyez? Il y a plein de patrons comme ça où bof quoi, franchement, maintenant avec le recul, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc quand je vois les patrons, je dis: «Non, ça c'est le genre de truc, je vais m'enquiquiner, ça va pas me plaire, je vais pas». Enfin voilà, je suis quelqu'un qui en plus quand je commence quelque chose, j'aime bien terminer, j'aime pas laisser traîner les choses. J'ai énormément de mal à défaire les patrons, même si je m'astreins de plus en plus à le faire, mais je vais plutôt analyser avant d'acheter et me dire: «Tiens, il y a tel point technique, tel point technique, tel point technique qui m'intéresse» et donc à ce moment-là, je vais creuser si vous voulez et je vais dire: «Est-ce que ça vaut la peine que j'achète le patron ou pas?» et donc comme on en est à ce stade-là, je les monte même pas les mailles, vous voyez? Donc ça, c'est un des patrons que j'aime moins aimer faire. Alors, est-ce que j'ai du temps pour tricoter pour moi?
eh bien, j'en ai pas beaucoup, mine de rien, puisque c'est mon travail. Eh bien, je tricote pour moi, je m'accorde du temps pour tricoter pour moi quand je suis en vacances et quand c'est le gift long. Donc pour le moment, c'est le gift long. Donc le but du gift long, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est de promouvoir le patron des autres, le travail des autres designers. Donc c'est vraiment un moment où je me mets en recul et je me dis: «Qu'est-ce que je pourrais tricoter pour ma famille qui pourrait faire plaisir? Et qu'est-ce que j'aurais envie de découvrir en technique, en façon d'écrire chez d'autres designers?» Et donc ce mois de ces 5 semaines de gift long, c'est un moment où je profite, alors je design à côté, mais nettement moins, c'est à un rythme beaucoup plus ralenti, mais c'est vraiment un moment où je profite pour tricoter des pièces pour moi. Et puis en vacances, souvent je pars avec, des dizaines de plots et je fais rien. Ou alors je fais un tout petit projet, mais c'est chaque fois pareil. Je ne sais pas me limiter en quantité de laine que je prends avec moi. Maintenant j'essaye parce que, bon, on va en voiture donc ça a moins d'impact, mais j'essaye quand même de me limiter en me disant: «Bah, de toute façon tu vas pas tricoter», parce que les seules fois où je tricote quand on est en vacances, c'est quand je suis dans la voiture, qu'on fait un trajet d'un point A à un point B. Je ne on ne reste pas énormément de temps à rester dans un gîte, si vous voulez. Si, un peu le soir, mais on bouge énormément quand on est en vacances. On visite énormément et donc en visitant, je tricote pas forcément, donc je tricote pendant les 30 trajets. Ou alors quand on prend la voiture de Belgique, jusqu'en Suède ou de Belgique, jusqu'en Suisse, bah, à ce moment-là, je tricote. Voilà. Donc voilà les moments où je peux tricoter pour moi. Une question qui m'a été encore posée, c'était quelles étaient mes laines préférées? Est-ce que j'ai vraiment des laines préférées? Non, je n'ai pas vraiment de laine préférée. J'aime travailler toutes les matières parce que je trouve que toutes les matières sont intéressantes à travailler. Alors, elles ne sont pas toujours judicieuses pour tous les patrons. C'est une réflexion à faire auparavant quand on choisit. Je ne vais pas utiliser de l'alpaga comme je vais utiliser du mérinos. Je ne vais pas utiliser de la soie comme je vais utiliser de l'alpaga, et cetera, et cetera. Donc j'ai vraiment un recul sur la matière et j'essaye d'appliquer la matière à mon choix. Donc j'aime beaucoup travailler toutes les matières, en fait. Une des matières que j'aime le moins travailler, c'est peut-être le chanvre et le lin. Parce que c'est très rêche au doigt, c'est pas hyper agréable à tricoter. Par contre, le rendu est vraiment génial. Donc ça, c'est un peu moins, j'aime un peu moins travailler que les fibres végétales, j'aime moins travailler que les fibres animales. Et un truc que j'aime pas trop du tout, c'est l'acrylique parce que ça crisse sur les doigts et ça me voilà. Je suis quelqu'un de très sensible au toucher, j'ai des sens assez exacerbés et donc il y a des matières que avec lesquelles j'aime moins, travailler forcément et donc voilà. Mais sinon, je suis ouverte à tout et j'ai pas vraiment de marque préférée. J'aime découvrir, j'aime explorer, j'aime travailler, que ce soit des laines locales, que ce soit des laines industrielles, que ce soit des laines cardées, des laines peignées, un peu tout en fait. J'aime travailler la matière de base. J'ai filé, beaucoup moins maintenant. Alors maintenant, je file quasiment plus parce que j'ai plus le temps. Mais comme j'ai appréhendé le fait de mettre les mains dans la toison, de toucher la toison d'alpaga, de la trier, de la laver, de la filer, eh bien voilà, j'ai du plaisir à travailler la matière. Autre question, sur une île déserte, préférais-tu avoir un crayon et du papier pour designer ou des aiguilles et de la laine pour tricoter? Alors, de la laine et des aiguilles pour tricoter. Parce que sur une île déserte, je ne pense pas que mon métier de designer tricot aurait un quelconque intérêt. Par contre, vu que j'ai un passé de soignante et notamment urgentiste, je pense que ce serait quand même plus utile. Donc, savoir tricoter, savoir faire, avoir du savoir-faire pour faire des pièces tricotées, et alors à partir de n'importe quoi, on pourrait s'imaginer qu'on est perdu sur une île tropicale et qu'il y a des lianes et qu'on va commencer à tricoter pour se faire un sac, pour se faire une tente, voilà. Eh bien voilà, moi je préférerais avoir mes aiguilles et de la laine ou de la matière première pour pouvoir tricoter plutôt que, d'avoir un crayon et un papier. Parce que, ben, forcément, quand on est perdu, qu'on n'a rien à manger, qu'on est tout seul, eh bien, il faut d'abord répondre aux besoins de base de la pyramide de Maslow, qui est à dire, manger, se protéger, s'habiller, se chauffer et cetera, plutôt que de commencer à penser «Je vais peut-être faire un pull dans cette taille-là ou dans cette taille-là». Quelle est la fibre ou la laine qui me fait rêver? Alors, j'ai eu l'occasion de voir et de toucher de la vigogne. Je n'ai jamais pu travailler de la vigogne et je pense que c'est un truc que j'ai envie d'essayer. Vraiment essayer. Alors quand j'aurai l'occasion, je le ferai. J'ai déjà essayé le kieviout, donc le bœuf musqué. J'ai déjà essayé aussi, de l'opossum. J'ai déjà essayé aussi du vison. Alors, le vison
contrairement à ce qu'on pense. C'est pas comme dans l'industrie de la fourrure, on va pas tuer le vison pour récolter son poil, on va le récolter comme on le récolte sur un pain angora. Et c'est super kiffant à travailler le vison. C'est très mou, c'est vraiment une fibre très molle, un peu comme l'angora, mais c'est super kiffant, c'est super doux, franchement. Alors je sais pas si on va encore, je pense que les quelques plots que j'avais achetés, parce que c'est quand même relativement cher, que j'avais acheté, eh bien, j'en ai fait, des moufles. C'est super, super génial à tricoter et je ne pense que ça n'existe plus. Et voilà, je regarde dehors et en fait, il neige. Ah! Il neige. Bon, bref, il neige. Voilà, donc j'aime beaucoup les fibres, des fibres un peu, hors du commun. Mais voilà, le vrai pashmina, la vraie, fibre, de chèvre, cachemire qui est très, très rare et en fait, on ne prend que le poil du torse. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors, c'est pas le pashmina, le châle, comme on dénomme le châle dans les pays du Moyen-Orient ou notamment en Russie ou dans les pays de ce côté-là. C'est vraiment la chèvre pashmina. Donc, vraiment la fibre particulière. Alors, il fut un temps, il y avait la possibilité d'en avoir par l'intermédiaire de je sais plus qui, quand on filait. J'ai laissé passer l'occasion et j'ai jamais eu l'occasion de travailler. Donc, les fibres rares, j'ai envie d'essayer. Voilà. Mais j'aurai peut-être jamais l'occasion. La vigogne fait partie de ça, mais il faut savoir que la vigogne, c'est 40 € les 10 grammes. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler ça? Alors peut-être pour un design. J'ai eu l'occasion de travailler du très très beau cachemire. Voilà, pourquoi pas, mais on verra, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y a un point que je n'aime pas du tout et un que j'aime beaucoup? Alors, s'il y a un point que je n'aime pas du tout, c'est le point mousse. Je trouve ça très casse-bonbon. Alors, un peu, ça va, trop de point mousse, tue le point mousse. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Un truc que j'aime pas du tout non plus, c'est le point de riz et le point de blé, parce que passer basculer de maillon droit, maillon droit, maillon vert, et puis l'inverse en quinconce sur les choses, je vous avoue que je trouve ça pénible. Franchement, le point d'astrakhan, pareil. Il y a des points comme ça qui sont un peu barbants à tricoter, et un peu longs, un peu quelquefois pénibles pour les mains. Donc, il y a des points comme ça, je trouve pas ça, enfin voilà, je trouve ça bof quoi. Voilà, je n'y retire pas un plaisir particulier. Et par contre, un point que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, ce sont les mailles torses. Alors, il y en a qui me maudissent parce que je mets des mailles torses dans beaucoup de patrons. Mais je trouve que le rendu est particulièrement joli. Ça se fait ressortir, mais vraiment super bien les côtes et ça met en valeur le design, même de la dentelle. D'ailleurs, dans les patrons de tricot, dans les modèles, les points de tricot japonais, il y a énormément de mailles torse associées à de la dentelle. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup parce que ça donne un relief différent que le point jersey classique. Donc ça, c'est une des mailles que je préfère travailler. Alors, une autre question. J'aimerais savoir comment tu es devenue une passionnée du fil jusqu'à en devenir une designer. Pourquoi est-ce que je suis devenue une passionnée du fil? Je vous en ai parlé. Ma grand-mère était quelqu'un qui travaillait énormément la matière. Elle boulangeait, elle tricotait, elle cousait énormément. J'ai appris la couture avec ma grand-mère. La première chose que j'ai appris, c'est la couture. Donc ma grand-mère, elle tricotait et elle cousait beaucoup nos vêtements quand j'étais petite. Et les premières choses que j'ai appris à coudre sur des morceaux de tissu. Mais une des premières choses que j'ai appris et qui me fascinait, c'était le patronage. Donc j'ai appris à décalquer, si vous voulez, des patrons burda, parce que ma grand-mère partait beaucoup sur le burda, et puis elle faisait des adaptations. Elle ne réinventait pas la roue, hein, si vous voulez. Elle décalquait les patrons, et puis elle adaptait ça en fonction de ce qui lui plaisait, de mettre des points, pinces à tel endroit, tel endroit. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à mettre les mains vraiment dans le monde du design. C'est par méthode empirique, c'est-à-dire que j'ai vu ma grand-mère faire, j'ai vu, j'ai intégré les adaptations qu'elle faisait en fonction des morphologies qui étaient différentes, de ma mère, de moi, d'elle, de mes cousines, parce qu'elle cousait, elle tricotait pour mes cousines, pour ma tante. Donc j'ai appris comme ça, de manière spontanée, j'ai pas suivi de cursus particulier. Et puis elle tricotait. Et elle tricotait énormément machine, ma grand-mère. Elle tricotait de temps en temps à la main, mais beaucoup moins. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté qu'elle m'a fait un pull en angora noir et qu'elle m'a maudit, Annie Blatt. Et elle m'a maudit en me disant plus jamais je ne te ferai un pull en angora noir. Mais elle tricotait énormément à la machine, et notamment des sous-pulls, parce qu'elle-même nous mettait beaucoup de sous-pulls, donc c'était les années 70. Et donc ça m'a donné envie d'explorer la matière. Je suis quelqu'un qui est très attaché à la matière, très
attachée au travail de la main. J'ai fait du piano. J'étais très loin au niveau, avancé académique, au niveau piano. J'avais un rêve qui était d'être soliste et puis on m'a cassé un peu, on m'a un peu fait comprendre que je ne réussirais jamais, alors que j'aurais peut-être été très comblée en étant prof de musique, hein, allez savoir. Et donc j'ai quelqu'un qui jamais j'aime beaucoup le toucher, si vous voulez. Donc voilà un peu d'où vient ma passion pour le fil. Puis j'aime bien explorer et apprendre, voilà. Donc j'ai une passion pour la matière plus que pour le fil en lui-même. Alors ici, c'est le tricot, mais je vais avoir une passion pour le tissu aussi, par exemple, et toutes les différentes sortes de tissus, que ce soit le liberty, le serger, le tweed, j'aime ça aussi beaucoup. Alors, passons au parcours professionnel. J'ai comme question, qu'est-ce qui a motivé mon passage de mon activité de soignante au métier de designer tricot? Eh bien, moi, le métier de soignante n'était pas un métier passion. Voilà, j'ai eu énormément de mal à trouver ma vocation. Je pense que j'ai toujours été dans la notion de l'enseignement et dans la notion d'aide, pour X ou Y raison, mais je pense qu'en fait, être soignante n'était pas vraiment ma vocation. Donc j'ai travaillé, j'ai fait mon travail correctement, j'ai fait mes études et j'ai toujours voulu aller plus loin parce que je n'étais pas vraiment satisfaite d'être infirmière. J'y trouvais pas mon compte, si vous voulez. Et en fait, avec le recul, je pense que si je devais recommencer ma carrière, je ne ferais probablement pas soignante. Mais si je devais être dans le monde du soignant, je pense que j'aurais fait médecine plus qu'infirmière. Mais bon, voilà, je suis issue d'une famille où j'ai été élevée par ma grand-mère, ma maman étant handicapée. Il fallait absolument que j'ai un travail et que je trouve à travailler très vite et que je trouve un travail pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, infirmière, c'était le métier tout trouvé. Je faisais mes études et puis, voilà, tout de suite, j'ai été engagée. Donc, on m'a un peu poussée dans la voie de fais un métier utilitaire parce que quand je serai décédée, eh bien, tu devras prendre en charge ta maman. Voilà, donc ce n'est vraiment qu'après un certain nombre d'années et après avoir rencontré mon mari et puis avoir évolué sur moi-même et avoir eu mes enfants que je me suis dit qu'en fait, c'était pas ma place en tant que soignante. J'aimais ce que je faisais, j'ai aimé ce que je faisais, je l'ai fait avec conscience et de manière consciencieuse et explorer, mais j'y trouvais pas mon compte, c'était pas ma vocation profonde. Donc je me suis quand même beaucoup posé de questions. J'ai exploré pas mal de choses, donc j'ai fait ma spécialisation en soins intensifs, j'ai fait une spécialisation en tant que consultante en lactation, j'ai fait un DU à la faculté de médecine, j'ai fait une spécialisation, un master pour devenir chef de salle, mais ça ne m'a jamais vraiment parlé. Alors pendant tout un temps, j'ai fait de l'accompagnement des mères allaitantes et j'ai fait des audits pour l'OMS, mais à partir d'un certain moment, ça s'est éteint. Il y a rien à faire, j'ai perdu, l'envie si vous voulez. J'avais été au bout de ce que je pouvais aller et donc quand on va au bout de ce qu'on va, mais quand on n'a plus l'intérêt et qu'on n'apprend plus des choses nouvelles, moi c'est comme ça en tout cas, eh bien, voilà, je perdais l'intérêt et en plus, faut reconnaître que la situation dans les soins de santé s'est fortement dégradée il y a une bonne dizaine d'années, où il y a eu une bascule très forte entre le monde du carabin, du médecin carabin qui dirigeait l'hôpital et qui était le dieu, au monde comptable où, Gérald Kierzek, qui est un urgentiste, qui a beaucoup parlé pendant la crise Covid, en a parlé. Il y a eu un basculement dans les directions d'hôpitaux où on était passé d'une logique, le médecin à la logique comptable et quand on en arrive à une logique comptable ou quand vous avez une réunion de service où on vous dit: Ce mois-ci, vous avez consommé trop de langes. Ce mois-ci, vous avez consommé trop de trucs» et qu'en fait, vous vous rendez compte que d'une manière ou d'une autre, ça ne satisfera jamais la direction parce que vous n'êtes pas suffisamment dans l'économie, mais en fait, si vous êtes dans l'économie, vous ne prenez pas soin du patient, ça devient problématique. J'ai quitté le monde hospitalier à ce moment-là, je suis entrée dans le monde à domicile et ça a basculé pareil. Et quand j'en suis arrivée à avoir des patients où je devais tracer et il n'y avait plus de contact humain. J'ai toujours essayé de maintenir le contact humain, mais on en arrive à un stade où on est tellement stressé, tellement dans la pression du travail, qu'on n'arrive plus à faire son travail correctement parce que la dimension humaine et sociale, elle n'est pas facturable en fait. Quand vous parlez avec une personne âgée qui ne voit que vous sur une journée, c'est pas facturable. Et ça pose problème pour quand on est dans une logique comptable. Et ça, c'est moi, à partir d'un certain moment, ça ne m'allait plus. Je pouvais plus. J'en ai fait un burn-out, c'était plus possible. Parce que ne plus pouvoir prendre le temps auprès des gens qui me racontent leur vie, leurs petits-enfants, ceci, cela. Alors, je faisais les choses correctement, dans les temps, mais je suis pas qu'un exécutant.
il y avait une dimension sociale que je n'y retrouvais plus. Et moi, en fait, le fait d'avoir ma troisième, que mon mari travaille au Luxembourg et donc de déménager m'a permis de prendre distance avec ce monde-là et de dire ça suffit. Je suis sortie de ce milieu-là en me disant la direction que prennent les soins de santé ne me plaise pas. Et, et la crise Covid a montré qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, c'est qu'on est dans la restriction économique depuis très longtemps dans les soins de santé au détriment des personnes. Et c'est un vrai problème. C'est au détriment du patient, c'est au détriment du soignant. Et que ce soit infirmière, que ce soit médecin, on est dans une dynamique comptable. Or, l'humain, ce n'est pas que des chiffres. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai perçu et qui m'a fait que je ne retournerai plus jamais dans le monde hospitalier. Plus jamais, honnêtement. Parce que tant que ça ne change pas, c'est pas la peine. Et je pense que la dynamique n'est pas dans le changement. Ils n'ont pas envie, les gouvernements, malgré tout leur blabla, n'ont pas envie de changer la dynamique qui existe dans les mondes soignants pour le moment. Et honnêtement, mes enfants, je les décourage fortement de rentrer dans le monde du soignant actuellement. Même si c'est un métier magnifique, même s'il y a des personnes qui sont profondément humaines, efficaces et qui apportent énormément aux patients, on n'est pas dans le respect du travail, on n'est pas dans le respect des hommes, on n'est pas dans le respect du professionnel dans le monde actuel dans lequel on est au niveau soignant. Et donc moi, je ne veux plus entrer dans ce monde-là. Donc voilà pourquoi moi j'ai quitté le monde du travail, du soignant, mais comme j'ai toujours eu les mains dans le créativement dans le fil, dans la texture, dans le tissu, eh bien, à un moment donné, comme je «designais» entre guillemets, je faisais mes pièces moi-même en fait, avec énormément de grosses adaptations. J'ai énormément eu de mal à toujours me fier qu'à un patron, sauf quand vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête. Eh bien, c'était une suite logique de designer et mon mari m'a dit une fois: «Mais pourquoi tu ne designes pas? Tu as un esprit logique, tu as un esprit pratique, pourquoi tu ne designes pas?» Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier patron en 2011. Et voilà. Et depuis, j'ai évolué énormément, forcément, j'ai appris énormément, forcément. Est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur? Au début, je l'avais, le syndrome de l'imposteur. Au début, je me disais que ce que je faisais n'était jamais assez bien, que j'avais pas les compétences. Or, il s'avère que les compétences designer ce c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Alors, ça en vient à la question qu'on m'a posée de multiples fois, c'est comment est-ce qu'on devient designer tricot? Il faut savoir qu'il n'y a pas de parcours professionnel pour devenir designer tricot. Alors, il y en a certains qui vont être issus du milieu des beaux-arts, il y en a certains qui vont être issus du milieu textile, et puis certains qui sont issus de n'importe quel milieu, comme moi par exemple. Il y en a qui sortent du milieu créatif, de la publicité, et puis des gens comme moi qui sortent tout à fait d'autres choses. En fait, le métier de designer tricot, c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Voilà. Et moi, j'ai appris énormément auprès de mes collègues américaines parce que j'ai eu des ressources, parce qu'on m'a appris, parce que j'ai lu quelques livres sur le patronage, parce que à force d'essais et d'erreurs, j'ai peaufiné les compréhensions mathématiques en lisant des livres. Heu, j'ai pu apprendre à peaufiner mon métier et avoir une vision de ce que je veux en tant que designer. Mais c'est pas quelque chose qu'on vous apprend, en fait. Alors, il existe des designers qui sortent des beaux-arts, il existe une école de la maille, mais ça va être plus pour de la haute couture et ça va être beaucoup moins dans le prêt-à-porter, si vous voulez. Ça va être moins adapté aux personnes qui tricotent, une façon de transmettre un patron et d'expliquer aux gens comment faire. Ça va être plus dans le conceptuel, moins dans le pratique. Donc voilà pourquoi comment je suis devenue designer tricot. Eh bien simplement, je suis autodidacte en fait. Donc oui, je pourrais avoir le syndrome de l'imposteur parce que les autodidactes ont souvent le syndrome de l'imposteur. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Ça fait quand même de nombreuses années maintenant que je fais ça, donc je me sens un peu plus à l'aise. Il y a des fois, je suis un peu moins à l'aise que d'autres, mais je me sens quand même beaucoup plus à l'aise et je trouve que j'ai autant ma place que n'importe qui dans ce monde-là, surtout qu'il n'y a pas de réel, parcours professionnel à suivre pour devenir designer. Il n'y a pas de ligne toute droite et en Europe encore moins qu'aux États-Unis. Parce que ces ressources-là, vous les trouverez surtout aux États-Unis et en côtoyant d'autres designers américains, surtout américains, mais vous n'apprendrez pas vraiment ça sur le tapis ici. Et je ne sais pas d'où sont issus les designers qui travaillent en in-house, dans les boutiques comme Lang ou autres qui créent les patrons, j'en sais aucune idée, je ne sais pas quel est leur parcours professionnel. Quand on parle de qu'est-ce que j'ai fait pour devenir designer, je viens de répondre, et qu'est-ce que j'ai dû abandonner pour devenir designer? Eh bien, j'ai dû abandonner un certain confort de vie. Parce que je n'en ai plus de revenus, enfin si j'ai des revenus, mais je n'ai plus les mêmes revenus mensuels, salariales que je n'avais avant, c'est clair.
Et c'est beaucoup plus inconstant, comme n'importe quel indépendant, hein. Je me serais lancée comme, boulanger, avec une boulangerie, c'est pareil. Il y a quand même beaucoup plus d'inconstance au niveau revenu et au niveau de ce qui va plaire que quand vous êtes infirmière et que vous avez votre salaire qui tombe tous les mois. Donc j'ai perdu un peu en sécurité, par contre j'ai gagné énormément en liberté d'esprit, en liberté de soins, en liberté de plein de choses. J'ai pu prendre soin de mes enfants. J'ai fait le choix à un certain moment, parce qu'on avait déménagé, que je voulais prendre un peu de distance par rapport au travail et j'avais 3 enfants, de dire: «Je fais une pause». J'ai fait une pause qui m'a permis de me remettre en question, hein. Pendant 2 ans et demi, je me suis remise j'ai reculé, j'ai mis, mon métier de côté, si vous voulez. J'ai fait ma dernière année en 2009 et j'ai commencé à designer en 2011. J'ai pris du recul, si vous voulez. Je me suis dit: «Il faut que je trouve autre chose». Alors pendant ce temps-là, j'ai énormément cousu, j'ai pas mal tricoté, j'ai exploré plein de techniques, plein de choses. Je me suis posé des questions sur ce que je voulais devenir. Donc j'ai abandonné la sécurité d'emploi, qui peut-être par moment serait quand même une meilleure chose que, parce que c'est quand même plus simple dans les temps actuels d'avoir une sécurité d'emploi. D'autant plus que les métiers créatifs sont des métiers qui réellement, ben, mine de rien, c'est les premiers à souffrir de la crise, parce que quand vous n'avez pas d'argent, mais vous sacrifiez vos loisirs. Donc c'est quelque chose qui nous impacte nous en premier, de pouvoir, enfin, vous achetez peut-être pas de patron parce que vous devez payer votre électricité. Donc voilà, j'ai sacrifié ça, la sécurité. Par contre, je vous le dis, j'ai gagné énormément en liberté. Alors, quel est le déclic qui a déclenché le partage de la passion du tricot sur YouTube et notamment les contenus historiques, traditions, connaissances des matières? Je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les multipotentialistes. Il existe une vidéo TED sur le sujet. Eh bien, moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que, j'aime explorer. J'aime explorer le monde. Je suis quelqu'un qui a une soif de savoir. Donc quand j'aborde une technique, quand j'aborde un monde, que ce soit la broderie, que ce soit n'importe quoi, même la cuisine pareil, j'aime creuser jusqu'au bout, voyez? Pour parler de la boulangerie, ben la levure, je vais connaître les différents types de levure et je vais savoir quel est le microbe qui est responsable des levures industrielles, comment on fait du levain, quels sont les types de levain. C'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, c'est de creuser. J'adore creuser de manière scientifique, de manière étayée et d'avoir une connaissance profonde de, ce que, de la technique que je suis en train d'utiliser. Quand je faisais de l'allaitement maternel, c'était pareil. Quand j'étais infirmière, c'était pareil. J'ai toujours cherché à creuser. Et pourquoi j'ai voulu partager au niveau historique? C'est parce qu'une de mes grandes passions, c'est l'anthropologie. J'ai pas fait de l'anthropologie, mais quand j'étais étudiante au lycée, mon cours préféré, c'était l'histoire. Un peu de géographie, mais surtout l'histoire. Et les comportements humains a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. Et donc, bah, forcément, comportement humain, culture, histoire, mais voilà, donc je vous transmets ce qui a toujours été ce que j'aimais quand j'étais petite, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire comment les hommes ont évolué, quelles sont les choses qu'ils répètent, pourquoi est-ce qu'ils se comportent de telle manière dans tel endroit, de telle manière dans tel autre endroit. Voilà, j'ai évolué comme ça. C'est compliqué de vous expliquer, de vous donner les raisons pour lesquelles j'ai envie de j'ai créé ça et mon partage et mon envie et ce que j'aime au niveau du tricot. Je l'aimais aussi au niveau de l'allaitement, je l'aimais aussi au niveau de la culture féminine. Je l'ai aimé à plein de niveaux. Moi, je suis une fascinée d'histoire, de la petite histoire et pas de la grande histoire. À la limite, que la royauté, machin, tout ça, ça m'intéresse, mais pas outre mesure. Par contre, comment vivaient les gens, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, quand on va quelque part, il n'est pas rare que je me promène dans les anciennes maisons, voir un peu comment ils faisaient à manger, comment ils se débrouillaient, comment ils se chauffaient, comment ils vivaient, comment ils s'habillaient. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, pourquoi est-ce que j'en ai voulu partager sur YouTube? Parce que j'aime transmettre, tout simplement. C'est quelque chose que je fais depuis toujours, transmettre. J'aime ça. Je trouve que la culture et l'éducation est quelque chose d'important. Et YouTube est un vecteur magique à ce niveau-là. Beaucoup plus que n'importe quel autre réseau social pour transmettre. J'ai pas l'occasion de faire énormément de workshops. Les workshops que je donne dans des ateliers, dans des salons, eh bien, mine de rien, ils ont un certain prix, tout le monde ne peut pas se les payer. Et je pense que quelquefois, c'est tellement chouette d'écouter, une émission en tricotant et cetera et de se cultiver comme ça, que je me dis que YouTube, elle était le vecteur parfait pour pouvoir partager ma passion, pour partager mon savoir à tout niveau. Alors, ça n'empêche pas de venir à des workshops, vous apprendrez toujours quelque chose de neuf, mais je trouve que YouTube est très, très sympa à ce niveau-là. Alors, comment se déroulent mes journées design?
Ça dépend. Ça dépend un peu parce que je planifie mes designs. Alors il y a des ça se bouscule parfois, hein, mais on va dire je planifie régulièrement, j'ai des projets sur l'année, mais de toute façon, il y a d'autres trucs qui s'intercalent. Souvent, je me lève, forcément, je m'occupe de mes oiseaux, forcément, je m'habille d'abord, hein. Je m'habille, je m'occupe de mes animaux, je me fais mon café, je lis mes mails, je réponds à mes mails et là, je me pose en fonction de ce que j'ai à faire. Est-ce que j'écris un patron? Est-ce que je corrige un patron? Est-ce que je fais des updates? Est-ce que je fais de la promotion? Est-ce que je design? Voilà, ça dépend des jours. Donc, je n'ai pas de choses très spécifiques sur une semaine, mais je me lève et puis à midi je mange, voilà. Et puis, je vais poster sur Instagram, je fais des photos. C'est très variable, mais souvent, en fait, le matin, je travaille beaucoup je fais beaucoup de bureautique, si vous voulez, de l'administratif. Et puis l'après-midi, je vais plus tricoter. Le tricoter et prototyper me permet de pouvoir être présente pour mes enfants d'une certaine manière. Donc, parce que mine de rien, j'ai 3 enfants, j'en ai un qui est à l'université, mais les 2 autres sont encore là et ben, voilà, pour avoir des interactions, c'est plus facile pour moi d'avoir des interactions avec eux quand il est passé 4 heures dans l'après-midi et que je peux tricoter en même temps, plutôt que de faire ça le matin. Donc le matin, souvent, je le consacre plus à tout l'administratif, la réponse des mails, l'écriture de patron, parce que ça, l'écriture de patron, je peux pas me permettre, de faire autre chose en même temps. J'écoute vaguement de la musique de temps en temps, pas toujours, parce que si ça me demande énormément de concentration, eh bien, avec mes fichiers Excel, mes calculs mathématiques, forcément, ben, je me consacre que sur ça. Donc le matin va être souvent plutôt consacré à la bureautique et l'après-midi sur le tricot. Ou pas, ça dépend. Donc voilà. Et puis, quelquefois, j'ai ce qu'on appelle des color submissions, c'est-à-dire que vous avez des magazines de laine qui demandent, qui ont un thème particulier, qui veulent promouvoir une laine particulière, qui font appel aux designers indépendants et ils vous demandent de faire un prototype, enfin, de dessiner votre idée, de la mettre en musique si vous voulez, et de leur présenter le projet. Donc voilà, quelquefois, je fais du projet, si vous voulez, de project manager d'une certaine manière. Je mets en place en disant: «Ben, moi, j'ai telle vision de ça, 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 comme ça, avec telle couleur, ça, comme ça». Je leur envoie, ils acceptent ou ils acceptent pas. Donc voilà, ça dépend très fortement d'un moment à un autre. Et puis il y a les moments où, ben, il y a des colis à envoyer. Quand, il y a des commandes, ben, je n'envoie les colis plus que 2 fois par semaine maintenant, vu que je dois prendre systématiquement la voiture pour aller au point relais ou à la poste. Souvent, j'essaye de coupler ça avec mes courses et avec, le fait de peut-être prendre un des enfants à l'école pour éviter de consommer trop de carburant. Donc j'essaye d'envoyer, les colis 2 fois par semaine. Donc il y a la préparation des colis, puis à côté, mine de rien, je crée une laine aussi. Donc il y a, bah, tout le travail qui est lié à ça, qui est de prendre contact avec les fournisseurs, avec les producteurs, avec l'éleveur, avec la fille avec qui je travaille, de décider les coloris. Donc, vous voyez, j'ai un truc qui est très varié en fait. C'est très, très varié. J'ai pas de journée type comme un employé de bureau pourrait avoir une journée type particulière, à ce niveau-là. Et puis il y a les jours où je filme mes vidéos, qui sont souvent le jeudi ou le vendredi. Souvent, je prépare la vidéo, je réfléchis déjà à la vidéo 1 à 2 semaines à l'avance. Je prépare, je fais mes recherches, je construis ma vidéo, je fais un scénario. Alors ici, j'ai pas fait vraiment de scénario parce que c'est une fac. Et puis voilà. Alors cette vidéo va être très longue, je m'en rends compte. Donc voilà. Bon, bref. Donc mes journées sont pas vraiment type. Je suis désolée, mais j'ai pas vraiment une journée type. Quoi d'autre? Quels sont tes projets et envies pour 2023 et pour ton entreprise? Pour 2023, il y aura la sortie de Peregrine Dickey. On a été contacté par la filature, il a demandé les couleurs, donc ça, on est à ce stade-là. Les couleurs sont décidées, donc bah, c'est une question de semaines. On va l'avoir bientôt, en fait, la laine. Je ne sais pas si ce sera pour Noël ou pour début janvier, mais on va l'avoir bientôt. Donc mon projet, c'est de mettre beaucoup plus Peregrine en avant, de travailler beaucoup plus Peregrine, de la faire d'essayer de trouver des designers qui seraient intéressés par travailler Pérégrine, parce que là j'ai un stock beaucoup plus important, donc je peux me permettre d'étendre Pérégrine. Je vais faire beaucoup plus de salons aussi cette année que je n'en fais d'habitude. Alors je ne vais pas en faire toutes les semaines non plus, parce que mon but n'est pas de vendre que de la laine, c'est aussi de designer. J'ai des projets. Il y aura une collection hommes encore, il y aura des patrons femmes encore, il y aura probablement des patrons qui sortiront avec des marques de laine, mais ça, je ne peux pas dire parce que ça dépend des demandes. Et mes envies, bah, c'est de développer mon entreprise.
Alors mon entreprise j'ai aussi envie de développer mon entreprise, au niveau de la laine, hein, de vendre plus de laine forcément, de faire plus de patrons avec Peregrine et puis surtout de développer ma chaîne YouTube. J'ai envie vraiment de développer ma chaîne YouTube et j'aimerais arriver à 10 000 abonnés. On est à 6 200, un truc comme ça maintenant. Donc, en 2 mois, 3 mois, j'ai pris 2 000 abonnés. Alors ça n'explose pas, je suis loin d'être à 100 000, mais mine de rien, j'espère quand même à un moment donné pouvoir tirer un revenu plus conséquent de je suis désolée, on entend crier. Je me demandais ce que c'était, mais c'est quelqu'un dehors. Je me disais: «C'est mon chat qui pleure», mais non. Donc j'aimerais tirer un revenu un peu plus conséquent de YouTube pour pouvoir investir dans du meilleur matériel, pour pouvoir faire des crash tests. J'ai envie de faire des crash tests, mais crash test veut dire acheter de la laine et voilà. Donc j'aimerais vraiment développer ma chaîne YouTube pour qu'elle me rapporte un peu plus d'argent, pour que je puisse investir plus dans de meilleures vidéos et dans plus de variété au niveau contenu. Donc ça répond à une question qui a été: quel est l'avenir de la chaîne YouTube? Ah ben, je vais continuer comme ça, il y aura encore des vidéos toutes les semaines et j'aimerais bien pouvoir explorer la version crash test. J'ai eu une question de comment je trouvais mon inspiration et comment je commençais mes patrons. Mon inspiration, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mon inspiration, elle vient essentiellement de la nature et de l'architecture. Alors, je n'ai pas de schéma particulier pour créer un patron, ça dépend. Si c'est un patron autopublié, si c'est un patron en collaboration avec Sylvain, si c'est un patron en collaboration avec des teinturières indépendantes, ou si c'est un patron en collaboration avec une marque de laine. Tout ça fait que mon inspiration va venir de manière différente. Parce qu'avec une marque de laine, souvent il y a ce qu'on appelle des mood boards, donc ils ont une idée, une vision d'une collection. Il faut essayer de créer une idée dans cette collection. Je sais pas moi, l'automne, les balades dans les bois, le graphisme, j'en sais rien. Vous essayez de coller quelque chose et de proposer un patron qui va coller. Donc là, l'inspiration, elle est très limitée parce qu'on vous donne un cadre très spécifique. Quand il s'agit de travailler avec une teinturière, la teinturière, elle veut soit que vous créiez un patron et elle vous laisse totalement libre choix, soit elle a envie de mettre une matière en particulier en avant, soit une couleur en particulier en avant, ou soit un thème particulier. Donc là aussi, c'est limitatif et ça vous dit, j'ai telle envie de couleur, forcément, vous allez vous dire: «Qu'est-ce que je peux faire avec cette couleur?» Si c'est un thème, je pense à la fête des pères, forcément, vous allez faire un patron homme, et cetera. Donc voilà, et quand c'est un travail avec Sylvain, par exemple, ça va être quand même assez cadré et souvent, nous, on brainstorm énormément et on décide les couleurs et voilà. Mais là, c'est une inspiration qui est conjointe, si vous voulez. Lui part dans un sens, je pars dans l'autre, on essaye de se rejoindre. Donc ça va être quelque chose de très, j'explore pas la matière d'abord, si vous voulez. On est très dans le conceptuel d'abord et puis après je mets sur mes aiguilles et puis quand il s'agit de mes patrons, quelquefois, c'est soit la couleur, soit une image, soit quelque chose que je vois dans un film, soit, la matière. C'est très, très variable. Donc l'inspiration, elle est diverse et variée. Est-ce que mes goûts et mes envies ont évolué depuis que je design? Dans quelle direction est-ce qu'elle va cette évolution? Oui, mes goûts ont évolué. Avant, j'aimais énormément faire des châles et j'aimais énormément la dentelle. Maintenant, nettement moins. Je prends moins de plaisir à tricoter de la dentelle. J'en tricote encore, mais j'ai moins de plaisir. Je m'oriente plus vers tout ce qui est jacquard, tout ce qui est design graphique, l'exploration des textures. Voilà, j'en suis là pour le moment. L'année prochaine, ce sera peut-être autre chose. Et dans quelle direction va cette évolution? Eh bien là, de plus en plus maintenant, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de développer une gamme homme, essayer de faire quelque chose qui soit conséquent et constant au niveau, du design homme parce que je pense qu'il y a quelque chose qui manque vraiment, c'est le design homme, tout en continuant à designer beaucoup plus classiquement au niveau femme, avec de temps en temps des designs, qui sortent un peu du commun. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de très stable, hein. Vous n'allez pas avoir une ligne conductrice comme certains designers qui exploitent, bonnet, pull, gilet, pull d'antiqué, pull westite et cetera, c'est pas vraiment mon style. Donc j'aimerais vraiment développer la gamme homme, mais tout en continuant à designer, féminin. Voilà, voilà pour la question. Alors je pense que c'est tout, hein. J'ai fait toutes les questions. Je suis en train de regarder, mais j'ai fait toutes les questions. Ouais, j'ai fait toutes les questions. Je pense que la vidéo durera plus d'1 heure. J'espère que je vous ai pas embêté. Alors, je suis désolée si ma voix vous paraît un petit peu éteinte aujourd'hui, mais je me traîne une bronchite, en fait. C'est étonnant, je ne tousse quand même beaucoup moins. Donc, après avoir mal au dos, voilà, je me tape une bronchite. Il suffit que je me pose pour me dire: «Je suis en congé», pour que je sois malade. C'est comme ça à chaque fois. Donc, je suis désolée pour l'état de ma voix.
c'est parce que je suis malade. Alors, qu'en est-il? J'ai eu une autre question, juste une question, allez, question bonus. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, ma maman veut tricote des pièces, elle ne refuse de passer aux aiguilles circulaires. Est-ce qu'elle peut tricoter avec des aiguilles droites? Oui, elle peut tricoter avec des aiguilles droites. Alors un pull en circulaire, ça va pas être possible. Par contre, un châle, c'est tout à fait possible de tricoter un châle sur des aiguilles droites. C'est juste que les mailles, elles vont être tassées, donc vous avez quand même beaucoup plus d'espace sur un grand câble et 2 aiguilles circulaires que sur sur 2 aiguilles droites. Les aiguilles droites, en fait, le châle, vous tricotez en aller-retour, donc que ce soit sur des aiguilles droites ou sur des aiguilles circulaires, c'est pareil. Par exemple, Rory Locatelli, elle travaille quasiment que sur des aiguilles droites, donc mais très, très longues, en fait, ces aiguilles droites, donc voilà, il y a rien qui vous empêche de tricoter sur des aiguilles droites certaines pièces. Un pull en circulaire, ça va être compliqué, ou alors vous passez à des grandes aiguilles, double pointe, voilà. Donc si votre maman n'a pas envie vraiment de passer en aiguille circulaire, bah, il y a pas de souci, mais il y a des pièces qu'elle pourra pas faire, comme tricoter en rond forcément. Et dernière question, c'était, il y a quelqu'un qui m'a demandé si un jour j'aimerais passer en Bretagne. Alors, je fais beaucoup de salons cette année. Je vais faire sur Malakoff, sûr et certain un salon en Alsace, très probablement un salon en Normandie, très probablement un salon en Bretagne, pas en Bretagne, un salon en Grande-Bretagne, c'est la Bretagne mais la grande. Je ferai très probablement un salon du côté de Lyon, très probablement un salon du côté de Lille. Et si jamais vous avez quelqu'un qui a envie de m'inviter dans un salon en Bretagne, je suis ouverte parce que c'est vrai que la Bretagne, c'est très loin pour moi, ça fait quasiment 1000 kilomètres, parce qu'il faut traverser la France en diagonale, hein. Mais je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait il y a pas mal d'années quand même, hein. Il y a eu un festival une fois dans un écomusée, je me souviens plus, ça doit être peut-être 2013, 2014. On avait été, pourquoi pas aller en Bretagne? Alors, il faut savoir que les salons, il faut demander et c'est sur candidature et j'aime pas toujours présenter ma candidature. Ben, voilà quoi, parce que, ben, mine de rien, moi, j'essaye de caser des salons. J'ai pas non plus envie d'être tout le temps dans l'attente d'une réponse d'une candidature, d'être soumise à ce rythme-là, j'apprécie pas trop ça, voilà. Alors c'est mon ego qui parle. Je me dis que, ben, voilà quoi, alors j'ai des choses à apporter en tant que professionnel qui apporte, des connaissances. J'estime que voilà, j'ai peut-être pas envie non plus de devoir poser ma candidature pour systématiquement se m'entendre dire parfois non, hein, parce que je ne plais pas à tout le monde, je le sais, je suis très consciente. Donc voilà, si vous entendez, si vous avez envie, pourquoi pas? C'est pas lié à moi. Il y a des fois, des salons, je n'y vais pas parce que, je n'aime pas trop la politique de certains salons, j'ai pas le temps. Alors, il y a certains salons où je suis pas parce que forcément, beh, c'est une question de temps. Il y a aussi quelquefois question non, il y a eu des fois, il y a une question d'argent parce que mine de rien, je vis en Belgique. Si je dois descendre dans la Creuse, eh bien, c'est pas simple. Felletin, je ne le fais jamais parce que, ben, c'est d'abord mi-octobre, voire fin octobre, le temps est inconstant. La Creuse, c'est pas la porte à côté. Alors maintenant, mes enfants sont beaucoup plus grands, donc ils pouvaient rester seuls, mais jusqu'à présent, bah, il fallait quelqu'un qui soit présent, c'était pas les vacances. Il fallait que je descende seule, c'est beaucoup de trajets, il fallait trouver à se loger. Enfin voilà, donc ça cumule les frais, donc il y a un peu plein de choses qui font que je fais certains salons ou pas. Puis il y a des fois je suis demandée, des fois je suis pas demandée et je privilégie les salons où je suis demandée qu'aux salons qui ne me demandent pas, où je risque de me prendre un vent, et j'apprécie pas trop me prendre des vents, si vous voulez. Donc voilà, je ne vis pas que de la vente de ma laine, je vis du mon design et des cours que je donne, donc bah, voilà, je suis ouverte à tout. Et j'ai quand même un certain ego, il faut être reconnaître, hein, j'ai quand même un ego. Je ne suis pas, que bienveillante. Il y a des fois où je suis flattée qu'on m'invite, je suis flattée qu'on me fasse des commentaires et je suis moins flattée quand on me dit: «Tu ce que tu proposes ne m'intéresse pas». Voilà. Alors ça, c'est ma part sombre. C'est comme ça, je l'assume, hein, je n'ai pas honte de le dire. Je pense que tout le monde a une part sombre. Donc voilà, j'aurai des salons, j'en ai 6 environ, j'en ai prévu environ 6. Il y en aura peut-être un peu plus, mais il y en aura pas 20 forcément parce que j'ai dois designer à côté. Je ne peux pas faire que des salons sur l'année, c'est pas le but, je suis pas vendeuse de laine, je suis pas teinturière indépendante, je suis designer. Donc je vous présente ma laine, mais le temps que moi je fais un salon, c'est du temps que je ne design pas parce que ça me nécessite 2, 3, voire 10 jours de travail. Un salon comme Yarndale me prend énormément de temps de préparation, donc vous pensez bien que pendant ce temps-là, je ne tricote pas. Si je tricote pas, je prototype pas, je fais pas de patron. Donc voilà pour les salons.
Voilà, ça a été une très, très longue vidéo, très, très, très anarchique. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'en ai sélectionné certaines, il y a eu beaucoup de questions redondantes, il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je l'ai dit, qui étaient des questions très techniques, parce que, forcément, je préfère consacrer d'autres vidéos sur des vidéos techniques. Que dire d'autre? Je ne sais pas quel sera le sujet de la vidéo prochaine, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de très, très, très cadré, parce que, voilà, c'est bientôt les fêtes, on est à 2 semaines et demie de Noël, là. J'ai envie de faire quelque chose de fun, donc je réfléchis, je vais voir ce que je vais vous proposer la semaine prochaine, mais de toute façon, il y aura une vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il y a une newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. La newsletter, vous allez sur mon site internet, il y a un pop-up qui va apparaître. Si le pop-up n'arrive pas parce que vous avez un bloqueur de publicité ou pour X ou Y raison, il suffit d'aller en bas de la page d'accueil, vous avez possibilité de vous inscrire sur la newsletter là. Donc, si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à appuyer sur le abonnez-vous, parce que c'est comme ça que vous aurez les notifications d'une nouvelle vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, parce que pour développer ma chaîne YouTube, il faut qu'il y ait des vues. Pour qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait des gens qui aiment et qui commentent et qui regardent les vidéos. Et il n'y a que comme ça que ça va pouvoir aller de plus en plus vers le haut, que de plus en plus je vais pouvoir vous fournir du contenu intéressant. C'est pas parce que je n'ai pas énormément de vues que je ne fournis pas du contenu intéressant, mais plus j'ai du contenu intéressant, plus je suis vue, mieux c'est. Voilà. Donc, ce sera à la prochaine fois. J'espère que vous entamez un bon début de mois de novembre, décembre. J'espère que vous avez acheté des calendriers de l'Avent, qu'ils soient chocolatés ou pas, et à la prochaine fois.